Bonjour, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler de la prise en charge d'une pathologie gynécologique autant fréquente qu'intéressante pour les gynécologues et tous les praticiens. Quand on parle de l'hyomyome, myome ou fibrome utérin, on parle de la pathologie de la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Du coup, à l'heure actuelle, les myomes représentent toujours la pathologie féminine la plus fréquente. Ça reste la première cause de consultation pour les femmes âgées entre 40 et 50 ans. Sont symptomatiques dans 20 à 50% des cas. Peuvent être responsables de survenue de saignements utérins anormaux qui vont se manifester par des ménorrhagies ou ménométrorragies, parfois responsables aussi d'algies pelviennes. Ils peuvent être aussi cause d'un problème de fertilité. Dans la majorité des cas, on peut les découvrir lors d'une consultation de routine. Une fois posé le diagnostic du myome, la question qui se pose par le praticien, quelles sont les différentes modalités thérapeutiques et comment il va choisir entre ces différentes modalités. L'abstention thérapeutique est du principe pour les myomes asymptomatiques. Pour les myomes symptomatiques, il faut garder en tête qu'on ne traite pas la pathologie myomateuse, mais plutôt on traite la symptomatologie rattachée au myome utérin. Avant de commencer, je vous rappelle la classification FIGO 2011 des myomes utérins qui classe les myomes en 8 types. Il y a les myomes sous-muceux ou intracavitaires. Type 0, il est purement en intracavitaire. Le type 1, il a moins de 50% d'une composante intramurale. Le type 2, plus de 50% d'une composante intramurale. Ensuite, on passe au myome interstitiel. Le type 3, il est à 100% en intramural, mais il a un contact avec l'endomètre. Par contre, le type 4, il n'a aucun contact avec l'endomètre. Pour les myomes sous-séreux, il y a le type 5, qui est en sous-séreux, mais avec plus de 50% d'une composante intramurale. Le type 6, moins de 50% d'une composante intramurale. Et le type 7, c'est le sous-séreux pédiculé. Pour les myomes de type 8, c'est les myomes qui occupent toute autre localisation, telle que la localisation cervicale, au niveau de ligament rond ou au niveau de ligament large. Il y a aussi les myomes hybrides. Par exemple, le myome hybride 2,5, il a une composante sous-muqueuse de type 2 et aussi une composante sous-séreuse de type 5. Pour bien développer ce sujet, donc j'ai préféré d'aborder ma communication sous forme de questions. Au fur et à mesure, je vais donner des réponses qui seront basées sur des recommandations avec leur niveau de preuve et leur grade démontré pour qu'à la fin, finir par un arsenal thérapeutique qui sera un guide pour votre pratique courante. La première question que je vais la poser, c'est concernant la place des traitements médicamenteux dans le traitement de la symptomatologie rattachée au myome. La deuxième question, quelle est la place de la myomectomie dans le traitement des myomes? La troisième question aussi, on va parler de la place des nouvelles alternatives à la chirurgie pour le traitement des fibromes utérins. Et on finira par notre arsenal thérapeutique. On commence par la place des traitements médicamenteux. Ce qu'il faut garder en tête, qu'il ne faut jamais envisager un traitement médicamenteux ou médical en cas de myome asymptomatique. Et même quand on décide de traiter les myomes symptomatiques, ce qui est prouvé qu'aucun traitement médical actuellement n'est capable de faire disparaître les myomes. Donc, je répète que ces médicaments ils ne vont pas faire disparaître la pathologie myomateuse, mais ils vont agir sur la symptomatologie liée à ces myomes. Une remarque concernant les myomes sous-muqueux symptomatiques, c'est prouvé que la prise en charge des myomes sous-muqueux symptomatiques relève en première intention d'une prise en charge chirurgicale et le traitement médical exclusif ne trouve pas de place. Donc, il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles actuellement et qui sont aussi validés pour le traitement des myomes. On commence par la place de l'utilisation des progestatifs. Qui parle de la pathologie myomateuse,
on est dans un climat hyperostrogénique. Ces progestatifs viennent pour régulariser ce climat et donc lutter contre l'insuffisance lutéale. C'est prouvé que la prescription d'un traitement progestatif, il a comme objectif essentiel de réduire les myelométrorragies en agissant sur l'hyperplasie endométriale qui est associée au myome secondairement à l'hyperostrogénie relative. C'est établi aussi que l'utilisation du système intra-utérin au niveau gestral est validée et recommandée aussi pour le traitement des myomes utérins, mais en dehors des myomes sous-muqueux. Quelle est la place aussi de l'utilisation des antifibrinolytiques? La physiopathologie actuellement n'est pas bien élucidée concernant la genèse des myomes, mais il y a certains principes qui sont acquis. En cas de myome sous-muqueux, il y a une action dégénérative et une action traumatique sur l'endomètre. Ça entraîne une fibrinolyse locale. Et l'utilisation de ces antifibrinolytiques peut lutter contre cette fibrinolyse. C'est pour ça que c'est prouvé que la prescription de l'acide tranexamique, l'hexacil, peut être proposée pour le traitement des ménorrhagies rattachées à ces myomes. Je passe aux analogues de GnRH. Là, le proryline qui est commercialisé sous le nom de Lemonton ou la triptoriline qui est commercialisée sous le nom du Capuptil, les études ont prouvé leur intérêt dans le traitement préopératoire des fibromes utérins qui ont un retentissement sur l'état général avec une anémie, une hémoglobine inférieure à 8 grammes par décilitre. Et aussi, ils ont un intérêt dans la réduction de taille des myomes pour faciliter une ultérieure technique opératoire. Mais la question se pose concernant la durée d'utilisation de ces analogues de GnRH. Sur le plan de recommandation, déjà il faut faire attention concernant l'utilisation de ces analogues, même pour les autres pathologies, l'endométriose ou autres. C'est recommandé de ne jamais dépasser 6 mois de traitement continu. On peut arriver à 1 année d'utilisation pour les non-tons. Pour le traitement préopératoire des myomes, la durée est limitée à 3 mois. Pourquoi on limite cette durée d'utilisation des analogues au GnRH? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires liés à l'utilisation de ces analogues. Ça entraîne une perte osseuse importante lorsqu'on l'utilise au long cours, ou si ça peut donner des effets secondaires. C'est pour ça qu'il y a actuellement aussi une discussion concernant l'utilisation de l'ADBAC thérapie. C'est quoi l'ADBAC thérapie? C'est l'adjonction de hormonothérapie oestrogénoprogestatif pour lutter contre ces effets secondaires. En matière de recommandation, pour les myomes utérins, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'indication d'utiliser les oestrogènes ou les modulateurs de récepteurs à l'estrogène, le raloxifène, comme une ADBAC thérapie avec les analogues dans le traitement des myomes, mais par contre, l'adjonction de Tibolone, Livial, qui est un traitement hormonal substitutif de la ménopause, peut trouver une indication. Ce qu'on est pour l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est prouvé avec un haut niveau de preuve que les INS peuvent entraîner une réduction des ménorrhagies, mais avec une moindre efficacité par rapport au danazol, par rapport à l'acide tranexamique et aussi par rapport au système intra-utérin au niveau non gestral. Il trouve aussi un intérêt dans le traitement des douleurs liées à la microbiose aseptique des myomes utérins. Pour les antagonistes de GnRH, il faut savoir qu'on peut utiliser les antagonistes de GnRH pour les femmes porteuses des myomes en PMA. C'est prouvé aussi que leur utilisation peut permettre une réduction du volume utérin, mais jamais une réduction du volume des myomes. Et aussi, leur prescription peut nous permettre une régression des ménorrhagies et dysménorrhées. Ce qu'on est pour l'utilisation de danazol dans la pathologie myomateuse, les études ont prouvé que le danazol semble réellement moins efficace que les agonistes de GnRH et aussi pourvoyeur de beaucoup d'effets secondaires. Et donc, l'utilisation du danazol n'est pas recommandée pour la pathologie myomateuse.
Pour l'utilisation des anti-aromatases, donc, il y a des études qui ont prouvé leur efficacité rapide par rapport à la disparition, par rapport à la régression de volume d'hémium et aussi la régression de la symptomatologie, mais ils n'ont pas la même actuellement pour cette indication. On ne peut pas les utiliser pour le traitement d'hémium. Il y a une grande discussion concernant l'utilisation des antiprogestérones et les modulateurs de récepteurs à la progestérone. Je commence par les antiprogestérones. La molécule utilisée, c'est le mifepristone. Il n'a pas la même d'être indiqué pour le traitement d'hémiome utérin, malgré qu'il y a certaines études qui ont montré leur efficacité dans la réduction de la taille et ainsi aussi l'amélioration des symptômes. Aussi, concernant les modulateurs de récepteurs à la progestérone, l'ismia à 5 mg, dans le produit actif et l'acétate de l'ulpristale, qui a la même pour cette indication. Il y avait au début une discussion entre l'utilisation de 5 mg et 10 mg. Les études ont prouvé qu'il n'y a pas de différence d'efficacité en utilisant le 5 et le 10 mg, mais par contre, lorsqu'on utilise le 10 mg, il y a plus d'effets délétères sur l'endomètre. L'ismia a été commercialisé pour la première fois en 2012, après des études qui ont montré leur efficacité par rapport aux régressions de la symptomatologie. En 2014, déjà, il y avait quelques cas signalés et qui ont présenté une insuffisance hépatique. Ils étaient liés à la prise d'ismia. C'est en mois de février 2018, il y avait une polémique concernant l'apparition d'environ 51 cas d'insuffisance hépatique de modéré à sévère. Il s'agit donc d'une complication ou plutôt d'un effet secondaire gravissime. Donc là, il y avait toute une discussion de retrait de marché ou de la laisser. Donc il y avait des précautions prises par les sociétés européennes de quand même laisser le produit sur le marché, mais l'utiliser avec des précautions, avec des directives. Ils ont décidé d'arrêter la prise de cette ismia pour les gens qui ont un bilan hépatique dont l'azathioalate est supérieur à 2 fois le normal, de demander systématiquement un bilan hépatique avant toute éventuelle utilisation. Mais le problème, ces insuffisants hépatiques, il y en a 4 qui ont bénéficié des transplantations hépatiques avec un décès. C'est pour ça, le 31 décembre 2019, l'ismia fait partie de la liste des 150 médicaments à éviter en 2020. Donc on verra demain qu'est-ce qu'il y aura. Je passe à la deuxième alternative thérapeutique, la myomectomie. Toujours, il faut garder en tête que la myomectomie, c'est une chirurgie adhésiogène avec excellence. Donc, il faut bien poser l'indication. Ce qui est de directif, que avant d'opérer les patientes, il faut toujours les informer de risque de persistance des symptômes, de risque de récidive et aussi de risque d'une deuxième réintervention. Je commence de parler par rapport à la place de la myomectomie en situation de la conception spontanée et chez les femmes qui désirent préserver leur fertilité ou leur utérus. Pour les myomes sous-muqueux asymptomatiques, c'est bien recommandé que le premier traitement est la résection hystéroscopique complète. De même que pour les myomes sous-muqueux qui sont symptomatiques, la résection hystéroscopique complète est aussi recommandée, mais avec une limite de taille de myome à 4 cm. Comme principe de chirurgie de myomectomie hystéroscopique, lorsque la première résection était incomplète, la résection en 2 temps est recommandée. D'autres règles de la chirurgie des myomes par voie hystéroscopique, il faut respecter toujours un épaisseur de mort postérieure résiduelle avant la cérose qui ne doit pas dépasser 5 mm. Et aussi, il est raisonnable d'utiliser l'énergie bipolaire, un gel anti-adhérentiel lorsqu'il est disponible et de réaliser un contrôle après un cycle pour dépister et prévenir la survenue des synéchies. Concernant les myomes interstitiels et sous-séreux, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'arguments pour indiquer une chirurgie en absence d'infertilité et de symptômes, dans le but d'avoir une grossesse. Il faut toujours aussi
informer les patientes des risques et des complications inhérents au myome concernant la fertilité et la grossesse. Si on n'indique pas une chirurgie, et si on l'indique, il faut aussi les informer concernant le risque de complications inhérentes à la chirurgie sur une future grossesse. Pour les myomes dont le diamètre est inférieur à 8 cm, le nombre est unique, la voie cilioscopique est recommandée. Pour les myomes dont la taille est supérieure à 9 cm, ou plutôt il y a plusieurs myomes dont le nombre dépasse 3, c'est la voie laparotomique qui est recommandée. Toujours aussi une règle de chirurgie, si on fait la myomectomie par laparotomique, il faut toujours respecter la pseudocapsule périfibromatoeuse pour avoir moins de saignement opératoire et aussi pour avoir une meilleure cicatrisation après. Toujours, on revient à l'utilisation d'une barrière anti-adhérentielle lorsqu'il est disponible, c'est recommandé pour éviter les adhérences. Quelle est la place de la myomectomie en situation d'infertilité et en dehors du PMA? Ce qui est recommandé, en cas d'infertilité en dehors du PMA, tous les myomes semi-muqueux du type 0 et du type 1 nécessitent une résection hystéroscopique dans le but d'augmenter le taux de grossesse. En cas de présence d'un myome intramural à effet délétère ou effet de masse, c'est prouvé qu'il peut avoir aussi un effet délétère sur le taux de grossesse chez les patientes infertiles en conception spontanée. Et donc, le traitement chirurgical d'un myome intramural asymptomatique n'a globalement pas d'influence sur la fertilité. Seulement que certaines études ont trouvé que lorsque la taille de ces myomes dépasse les 5 à 7 cm, la myomectomie peut améliorer les taux de grossesse. Il vous reste 2 minutes. Pour les myomes sucéreux, il n'existe pas d'études actuellement pour indiquer ou ne pas indiquer une chirurgie. Donc je passe. Donc en cas de PMA, donc ces patientes porteuses de myome utérin et qui vont bénéficier de techniques de PMA nécessitent aussi une résection hystéroscopique pour les myomes type 0, 1 et 2. Quelle est la place de la myomectomie en périménopause et après la ménopause? Avant 40 ans, il convient toujours de proposer de traiter uniquement les myomes symptomatiques, toujours en délivrant l'information éclairée concernant les risques possibles après la en dehors de la chirurgie ou après la chirurgie. En cas d'apparition d'autres symptômes ou leur aggravation ou leur persistance, là, ça nécessite de pousser l'exploration en réalisant une IRM pelvienne, échographie Doppler et aussi une biopsie endométriale. Chez les femmes en périménopause qui présentent des myomes semi-muqueux, la résection hystéroscopique est recommandée. En absence de désir, s'ils désirent une grossesse, et en absence de désir de grossesse, l'hystérectomie est le traitement le plus efficace des myomes symptomatiques. Et elle est associée dans la majorité des cas d'un fort taux de satisfaction. Après la ménopause, on n'a pas assez d'études concernant la thérapeutique. Par contre, l'utilisation de traitement hormonal substitutif n'est pas contre-indiquée chez les femmes ménopausées porteuses des myomes utérins. En dehors de l'utilisation de traitement hormonal substitutif, lorsqu'il y a l'apparition d'un myome à l'échographie, leur augmentation de taille ou l'apparition d'autres symptômes, ça justifie aussi de pousser l'exploration de mon IRM pelvienne et une biopsie endométriale. Je passe rapidement concernant la place d'embolisation des artères utérines qui a prouvé son intérêt comme option thérapeutique et aussi préopératoire. Le temps, s'il vous plaît. Donc je termine rapidement par mon arsenal thérapeutique. En cas de myome utérin, lorsqu'ils sont asymptomatiques, ça nécessite seulement une surveillance clinique. Pour les myomes symptomatiques, lorsque il y a une conception spontanée chez les femmes en préménopausique, toujours il faut savoir, il faut demander est-ce que la femme veut préserver sa fertilité et son utérus ou non. On privilège de commencer toujours par un traitement médical. Si échec, on passe au traitement chirurgical. Le choix de la voie, c'est selon les cas.
Lorsque la femme ne désire pas de préserver sa fertilité et son utérus, là, il y a une indication à l'hystérectomie avec salpingo-ovarectomie bilatérale. Pour les femmes ménopausées, il faut toujours avant explorer par une biopsie endométriale, imagerie, voire hystéroscopie. S'il s'agit de myome sur muqueux, donc c'est une indication, une résection hystéroscopique, sinon c'est l'hystérectomie. En cas d'infertilité, ce qui sort à l'heure actuelle, qu'il faut traiter tous les myomes sur muqueux par résection hystéroscopique complète. Je conclus. Donc, la prise en charge des femmes qui présentent des léomyomes utérins doit être personnalisée au cas par cas, en fonction de la symptomatologie, de la taille, de l'emplacement des fibromes, de l'âge de la patiente, si besoin est suivi en matière de préservation de la fertilité de l'utérus et aussi la disponibilité de traitement et de l'exercice de thérapeute. Je vous remercie.